Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous du forum des rédactions de ce soir. Merci une fois encore pour votre fidélité. Le forum des rédactions a donc fait recours à l'un de ces analystes qui, entre-temps, était très occupé sur d'autres fronts. Il est dans ce studio pour participer au débat de ce soir. C'est un plaisir. Je vous le présente tout à l'heure. Les thèmes de ce soir, le premier thème, il y a plusieurs thèmes dont on va débattre ce soir. Le premier thème, c'est les démocrates disent non à l'agression du peuple nigérien. Une mobilisation a été sonnée, et c'est pour samedi, donc au siège de Vidolé. Tous les députés démocrates, tous les membres du parti, tous les sympathisants sont invités pour donc dire non à l'agression du peuple nigérien. Donc, autrement dit, à cette intervention militaire dont on parle si tant. Et nous parlerons également de la coopération militaire qui a été rompue avec le Bénin. Ainsi en a décidé la junte militaire du Niger. Est-elle en de bonne voie? Mes débatteurs vont répondre à cette question et nous parlerons des congrès perlés auxquels nous assistons ces derniers jours, ces dernières heures, j'allais dire, ces derniers jours au Bénin, ces dernières semaines au Bénin, les congrès. Pour quelles raisons, que préparent donc ces congrès? Les analystes politiques auront l'occasion de se prononcer. Voilà un peu les thèmes qui seront abordés au cours de cette émission. Vous gardez votre position. Nous observons une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. Eh bien, mesdames, messieurs, retour dans ce studio. Je vais vous présenter les débatteurs. Je vais commencer par ma gauche, celui-là que vous avez l'habitude de suivre ces dernières semaines. Sergino Lokossou, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Alors, à ma droite, oui, c'est sûr qu'il vous a manqué. Je sais que vous aimez beaucoup suivre ces analyses. Mais ce soir, il est là une fois encore. Et c'est sûr qu'il vous fera plaisir à travers ces analyses encore. Syriac Dekenou, bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs de Eden TV. Bonsoir Mori Agua, bonsoir Sergino Lokossou. Bonsoir. Nous allons démarrer par un sujet qui vous intéresse beaucoup. On va démarrer plutôt par le troisième sujet. État-major des partis politiques. Pourquoi ces congrès? Vous aurez le temps de vous prononcer largement. On observe donc que depuis quelques semaines, les congrès se succèdent. Nous avons démarré par, entre autres congrès, le congrès du parti politique, l'Union UP Le Renouveau. Après, c'est le bloc républicain, Mouel Bénin, et puis le parti qui s'annonce avec son congrès, c'est les démocrates maintenant. Dites-nous, Syriac Dekenou, que cachent ces congrès successifs des partis politiques réglementairement inscrits dans le livre des partis à jour au Bénin? Bon, d'abord, il faut quand même préciser que c'est tout à fait normal que les formations politiques essayent de façon régulière de tenir des congrès, qu'ils soient extraordinaires ou bien ordinaires, que ces congrès-là se tiennent toujours dans le but de pouvoir quand même, disons, à la fois toiletter leurs tests, mais aussi peaufiner un certain nombre de stratégies pour une conquête bien plus massive des militants. Il faut également aussi souligner que ces congrès interviennent dans un contexte bien particulier parce que on se retrouve au lendemain d'une élection aussi sensible comme les élections législatives de 2023 qui se sont tenues. Et ces élections ont beaucoup plus éprouvé toutes les formations politiques dans leurs diverses circonscriptions électorales. Lorsque vous prenez par exemple, le cas des formations politiques de la mouvance, ces formations politiques ont été confrontées quand même, disons, à
à une crise sociale qui s'est exprimée le jour du vote. Parce que lorsque vous êtes par exemple une formation politique comme le Bloc républicain ou bien l'Union progressiste et que vous remarquez que dans la majeure partie des grandes villes du pays, vous avez été systématiquement battus, donc c'est tout à fait normal que vous preniez le temps de vous interroger sur quels ont été les mobiles qui quand même ont contribué à cet échec. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs que ces formations politiques essayent un tant soit peu de colmater les brèches pour pouvoir quand même, disons, resserrer les rangs. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quoi? C'est le fait que ces diverses formations politiques de la mouvance sont sorties de ces élections législatives beaucoup plus fragilisées. Fragilisées en ce sens où, de par le passé, ce sont des formations politiques qui avaient le terrain libre à elles et qui allaient à la conquête des militants parce que il n'y avait que l'UP et le BR qui contrôlaient la quasi-totalité des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, même presque au niveau quand même, disons, de nos municipalités, de nos communes en République du Bénin. Donc, il n'y avait pas une menace, il n'y avait pas des voix discordantes, il n'y avait pas d'autres alternatives qui s'offraient aux militants, qui s'offraient aux populations, si ce n'est pas aller au BR ou aller au niveau de l'UPR. Mais aujourd'hui, la présence d'une formation politique aussi, quand même, disons, emblématique au regard de ces percées un peu partout comme les démocrates, a donné en quelque sorte une nouvelle alternative aux gens. De sorte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un quitte le BR ou bien lorsque quelqu'un quitte l'UPR, le choix systématique n'est plus d'aller vers l'autre formation politique que l'on juge jumelle, mais c'est d'aller tout droit vers l'opposition, ne serait-ce que pour pouvoir afficher son opposition par rapport à la mère formation politique à laquelle l'on a tourné dos. Donc, cela s'est exprimé parce que ils ont remarqué qu'ils ont des militants qui sont sortis frustrés. Frustrés pour les uns parce que n'avoir pas été positionnés sur les listes, frustrés pour d'autres parce que n'avoir pas été rétribués à la hauteur, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, mais c'est d'autres peut-être qui ont bénéficié et qui ont été élus députés. Donc, il faille quand même, disons, casser la baraque, élargir le bureau politique et ne serait-ce que donner au moins la place maintenant à ceux-là qui sont quand même, disons, des gens frustrés peut-être au niveau de certaines circonscriptions électorales, de rentrer maintenant dans le bureau politique et d'avoir tout au moins cette capacité d'influence et de décider dorénavant de tout ce qui advienne de leur formation politique. Donc, moi je pense que la stratégie est à la fois une stratégie de remobilisation, mais aussi une stratégie qui vise aussi à colmater les brèches liées quand même, disons, aux séquelles que ces diverses formations politiques ont reçues lors des dernières élections législatives. C'est vrai que dans la suite du débat, nous allons revenir par rapport à ceux qui ont été choisis au niveau de certaines circonscriptions électorales, parce qu'aujourd'hui, bon, on connaît beaucoup plus pour le bloc républicain au niveau de la circonscription, mais de Eden TV, c'est-à-dire la sixième circonscription électorale. Donc, c'est un autre débat sur lequel nous allons revenir pour pouvoir apprécier maintenant si ces réformes-là, si ces diverses ouvertures faites sont quand même, disons, de nature à favoriser l'émergence de cette formation politique de la mouvance. Vous avez suivi le développement de Syriac Dekenou et d'autres partis se préparent activement, notamment les démocrates, l'UDBN également. Est-ce que vous pensez que ces congrès qui sont en train d'être organisés véritablement, comme le disait Syriac, pourra permettre aux partis politiques de se refaire une santé et de redonner le sourire, ou du moins de permettre à ceux-là qui ont été laissés de côté de se repositionner et de préparer le terrain pour 2026? Non, je pense que les congrès sont organisés pour forcément corriger un certain nombre de choses, un certain nombre de failles que ces partis ont. De frustration, comme le disait Syriac aussi. De frustration ou de failles, on va dire ça comme ça. Au niveau de toute la chaîne du parti, on va dire ça comme ça. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de suscitations de candidatures, où 2026 n'est plus trop loin, il faut l'avouer. C'est vrai que ce n'est pas de demain 2026, mais il faut préparer 2026 dès aujourd'hui. Et la meilleure façon, ils l'ont compris. Et la meilleure façon de préparer 2026, c'est d'organiser, d'écouter les uns et les autres, de vouloir écouter les humeurs pour savoir comment organiser le parti afin de faire face véritablement à ces élections de 2026. Ce sont des élections générales, je ne vous apprends rien. Ça regroupe beaucoup d'élections à la fois, les élections législatives, les élections communales, et puis
là où les présidentielles. Donc je pense qu'aujourd'hui, les partis ont compris qu'il faut véritablement travailler à corriger ce qu'il y a de mauvais, à corriger ce qui n'a pas fonctionné, à corriger peut-être les frustrations, comme l'a souligné le confrère dans son développement. S'il y a des frustrations au sein des différentes circonscriptions électorales, il faut quand même essayer de les corriger. Maintenant, l'autre chose qu'il faut faire fondamentalement, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au sein des circonscriptions électorales. Parce que les élections de base, par exemple, les législatives et les concours communales, ça va beaucoup jouer sur ça. Et donc, il faut un personnage qui véritablement fait le poids au niveau de chaque circonscription électorale. Et donc, éviter les guerres de leadership. C'est pourquoi il a rappelé que si on élargit le bureau politique, c'est effectivement ça. C'est pour pouvoir quand même corriger un certain nombre de choses. Je pense que c'est peut-être de bonne guerre pour les partis, mais au-delà des congrès, il faut véritablement travailler. Il faut véritablement travailler à soi un ancrage dans tous les départements du pays, parce que un parti politique, c'est également ça. C'est également comment faire pour asseoir une bonne base pour que le parti ne reste pas seulement dans la capitale économique du pays qui est Cotonou. Au-delà de Cotonou, il faut qu'on puisse sentir le parti dans la partie septentrionale du pays. Et donc, je pense que les acteurs de ces partis politiques ont compris aujourd'hui que 2026 se prépare dès maintenant. Et donc, il faut nettoyer les écuries, si possible, s'il y a des écuries au sein de ces partis, nettoyer les écuries, affûter les armes pour pouvoir véritablement affronter 2026 comme cela se doit, pour ne pas faire pire figure. Parce que je le dis, c'est vrai que quand vous prenez la mouvance présidentielle, quand vous faites une addition, la mouvance présidentielle est en pôle proposition. Mais il y a que les opposants également ont leur mot dit en ce qui concerne les élections de 2026. 2023 déjà donne une leçon au parti de la mouvance présidentielle que les opposants ont leur mot dit, et donc ils ne doivent pas dormir sur le laurier comme on le dit. Ils ont du pain sous autour de la planche, c'est-à-dire maintenir leur première force politique jusqu'en 2026, et ce n'est pas c'est un travail énorme à faire, parce que autant ils travaillent, autant les opposants travaillent. Autant on parle de frustration, c'est vrai qu'au sein de ces partis il y a des frustrations, autant il y a également des frustrations au sein de la grande masse de la population entière. Et donc il va falloir que dans chaque département, dans chaque circonscription électorale, on puisse travailler à corriger ces frustrations afin de faire adhérer les populations aux idéaux qu'ils sont en train de défendre, à mon avis. Sirac, dès que nous parlait un peu des repositionnements dans la 6e circonscription électorale, mais peut-être ailleurs encore, à Cotonou, dans le 13e ou ailleurs, qu'avez-vous à dire par rapport au repositionnement? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avouer que de toutes les formations politiques de la mouvance présidentielle, celle qui semble quand même, disons, aller plus ou moins mieux, quand même, disons, mieux, c'est l'UPR. Bon, le bloc républicain, il faut l'avouer que continue quand même, disons, dans la droite ligne de ces difficultés qui datent déjà des élections législatives de 2019. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est le fait que il ne faut pas que l'on élargisse un bureau politique qui passe peut-être de 70 personnes pour les uns, ou bien de 60 personnes pour d'autres, à plus de 300 personnes, alors que les mêmes frustrations continuent. En quoi cela vous dérange? Parce que, vous savez, plusieurs plaintes sont assignalées au niveau de plusieurs circonscriptions électorales, où des gens, quand même, disons, estiment, et ça c'est vrai, estiment de la façon la plus légitime possible que des choix ont été opérés entre coquins et copains. C'est-à-dire qu'au niveau de certaines circonscriptions électorales, on demande aux leaders, par exemple, de proposer des gens qui pourraient quand même, disons, compléter la liste des membres du bureau politique au niveau de la circonscription électorale. Et ceux-là, vous le savez que la politique est aussi quand même, disons, un champ de bataille où malheureusement les gens, même s'ils sont d'une même formation politique, parfois il arrive qu'ils se donnent des coups, qui se fassent également aussi, c'est-à-dire des jeux qui ne plaisent pas forcément. Prenons par exemple le cas de la 6e circonscription électorale. Vous allez voir que des plaintes sont assignalées, notamment au niveau d'une formation politique comme le Bloc républicain, qui a élargi ses instances au niveau de la circonscription électorale, par exemple, et on remarque qu'il y a pas mal d'acteurs politiques confirmés
qui sont quand même déjà des gens qui disposent d'un mandat électif qui ne se retrouvent pas. Oui. Pendant que quand même, disons... C'est une façon de leur dire, bon, que pendant que quand ils même, vont donner disons, la chance à d'autres, Syriac Dekeno. Oui, en fait, pendant que des quidam, c'est-à-dire des gens qui ne sont même pas connus au bataillon, mais qui sont peut-être connus, peut-être à cause de leur proximité avec, disons, tel ou tel leader se retrouvent. Et qui feront leurs preuves, certainement. Non, mais écoutez, lorsque vous dites que ce sont des gens qui feront leurs preuves, je vous donne quelques petits exemples. Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, que au niveau de la 6e circonscription électorale, le BR dispose en tout et pour tout, par exemple, de 2 chefs d'arrondissement. Le chef d'arrondissement de Kmarou et le chef d'arrondissement de Sédiawegoudo, dans la commune de Zé. Mais est-ce que vous imaginez qu'on fait, par exemple, un élargissement du bureau politique à l'échelle de cette circonscription électorale et que ces deux n'y figurent et pas? que ces deux n'y figurent pas? Peut-être qu'ils ne sont pas aussi grands électeurs que les pachidums politiques qui ont été choisis. Pour une interrogation. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que... Vous pensez que c'est une erreur? Non, en fait, non, quand même, disons... C'est un politique, choix peut-être qui va payer dans quelques années. Non, mais écoutez, en fait, vous ne pouvez pas passer votre temps à accumuler les mêmes erreurs qui vous produisent, c'est-à-dire des échecs consécutifs. Je vous explique. En 2019, il y a eu les élections législatives ici. Le BS, sur 4 députés possibles, s'en est sorti avec un seul. Des gens ont évoqué des cas de tripatouillage et de vol et autres. Et pourtant, les tripatouillages et le vol électoral font partie aussi du jeu électoral. Et tout véritable... À condamner. Non, écoutez, et tout véritable politicien doit être en mesure de sécuriser ses voix. Ok, ils ont été excusés. Les élections communales et municipales arrivent. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que par la force d'un certain Oussou Guédé, qui, il faut l'avouer, demeure également aussi toujours populaire, le BR a pu gagner dans un arrondissement comme Calavi en battant même Georges Bada, le maire sortant. Et le BR a gagné à Kmarou aussi. Mais ailleurs, ils ont perdu. Un peu partout, ils ont perdu. Mais lorsque vous avez perdu comme ça et que vous avez eu tout au moins des conseillers communaux, cela voudrait dire que le choix en réalité a été biaisé. C'en est un. Élection législative de 2023. Qu'est-ce que le BR fait? Le BR commet la bourde de positionner les 4 premières têtes de liste qui sont des ressortissants, c'est-à-dire qui sont de la commune d'Abomey-Calavi. Alors que, on sait très bien, pour ceux qui maîtrisent la politique de cette circonscription, que par exemple, au niveau de la 6e circonscription électorale, que nous avons 4 communes politiques. Godomé qui est considéré comme une commune à part entière, Calavi, et maintenant Zé et Soava. Et les autres communes ont été laissées pour compte. Et parce que les autres communes ont été laissées pour compte, ils ont été battus à plat coutu un peu partout. Ils n'ont pas été en mesure de gagner, si ce n'est peut-être à Kmarou, parce que le CA est là, le CA qui est là est BR. Peut-être au niveau de Révier, si au fait on me dit que l'honorable Soko s'évalue en tant que député à l'échelle arrondissement, je serais vraiment surpris que l'on prenne cela comme, disons, un résultat favorable. Mais lorsque cela a été fait ainsi, donc vous devez savoir qu'il y a des frustrations. Cela voudrait dire qu'au niveau de la base, il y a un mécontentement. Cela voudrait dire que ceux que vous avez, c'est-à-dire ceux qui ont été élus, conseillers communaux BR, sont frustrés. Mais qu'est-ce qui devrait être fait alors, en tenant compte des failles que vous évoquez? Ce qui devrait être fait, c'est tout au moins d'abord de favoriser à ce que le choix de ceux qui seront là au niveau de ce bureau politique soit tout au moins des grands électeurs. Vous avez des conseillers communaux que vous laissez. Et vous allez choisir des gens qui, en réalité, c'est-à-dire ne sont même pas connus au bataillon. Des gens qui n'ont même jamais pu décrocher ne serait-ce qu'un mandat électif. On veut leur donner leur chance. On veut leur donner leur chance. Mais écoutez, en fait, c'est là où, quelque part, il faut admirer la politique. 2026, c'est un nouveau départ. Non. Et si on prépare 2026 non, en fait, et que nous sommes en 2023, on leur donne le temps de se préparer pour 2026. Je vais finir, de se faire connaître. Je vais finir rapidement. Et de s'asseoir. Je vais finir rapidement pour vous laisser la parole. Vous savez, c'est là où il faut quand même, disons, apprécier le choix stratégique de l'UPR. Vous savez quoi? Quel choix stratégique l'UPR, par exemple, en 2023... Le renouveau a fait quel choix stratégique? L'UPR, par exemple, en 2023, a fait un choix qui a surpris plus d'un. En remarquant qu'il y avait des conflits de leadership et autres, l'UPR a été même jusqu'à déclasser des députés en exercice.
à la surprise générale. Oui. Pour favoriser à ce que, quand même, disons, les courants s'unissent pour travailler. Et l'UP est allé au-delà, en favorisant au niveau des 4 premières personnes positionnées, les 4 communes politiques. La tête de liste est de Calavi, deuxième de Godomé, ainsi de suite, Soava et autres. Donc, toutes ces communes politiques se sont retrouvées au travers de ces leaders. La conséquence au niveau du bloc républicain, et s'il ne corrige pas le tir, c'est quoi? C'est le fait que, pour finir, pour les élections de 2026, qui seront des élections générales, même si l'UPR aujourd'hui crée des frustrations en son sein, du moment où ils ont la chance de contrôler la majeure partie des communes, ces maires sortants, ces CA sortants seront obligés de travailler au profit du parti. De sorte que cela va agir de façon indirecte ou directe sur le résultat des élections législatives en 2026. Le BR qui ne contrôle aucune politique, c'est-à-dire aucune commune, et qui malheureusement aujourd'hui, c'est-à-dire en arrive jusqu'à écarter ceux qui sont ses chefs d'arrondissement, ceux qui sont ses élus communaux, pourraient souffrir du fait que l'autre formation politique qui est en train de donner aujourd'hui de l'appétit, notamment les démocrates qui donnent beaucoup d'appétit aux gens, récupèrent quand même, disons, la plupart de leurs frustrés qui iront se positionner ailleurs. Donc, s'il est évident que l'on souligne cela pour qu'ils corrigent le tir un peu plus tôt. Sinon, je crains véritablement que ce qui est arrivé en 2019 et qui est arrivé en 2023 ne soit pas quand même, disons, aussi pire que ce qui arrivera en 2026. Très bien. Voilà, Sergino Lokosou, tout ce qui a été démontré par donc, notre confrère syriaque Dekenou. Est-il nécessaire donc de recomposer la classe politique pour la conquête du pouvoir en 2026? Je pense que c'est nécessaire. C'est également l'objectif, ou du moins l'un des objectifs visés par ces congrès, c'est également donner la place, la chance aux jeunes. Et je crois que ça participe du développement. Autrement dit, vous approuvez la stratégie développée par le bloc républicain en laissant de côté... Je ne dis pas de laisser de côté, je dis de promouvoir, comme Syriac Dekenou l'a dit, promouvoir les jeunes qui ont déjà fait leur preuve, les jeunes qui ont été élus. Mais promouvoir aussi ceux qui n'ont fait aucune preuve, oui, n'est-ce pas? Évidemment, mais c'est de savoir faire cette promotion-là pour ne pas faire des frustrés. Parce que si on fait des frustrés, ça ne va pas arranger. Si on fait des frustrés, déjà qu'il est conscient de ce qu'il fait au sein du parti, déjà qu'il est conscient qu'il peut mobiliser du monde au sein du parti, il peut quitter ce parti-là et on va tomber encore dans ce qu'on a reproché à cette réforme du système, la réforme du système partisan, qui voudrait qui évite la transhumance. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement accompagner ces jeunes-là qui, quand même, d'une manière ou d'une autre, essaient de travailler au sein de chaque circonscription électorale, à mon avis. Et je pense aussi que l'autre chose qu'il faut faire, c'est de donner la chance aux jeunes. De donner la chance aux jeunes, ça veut dire quoi? De donner la chance aux jeunes en laissant de côté ceux qui ont déjà fait leur preuve plusieurs fois. Par exemple, quand vous prenez les élections législatives, il y en a dans ces partis-là qui ont déjà fait 2, 3, voire 4 mandats à des moments donnés au sein de... ceux-là qui sont adulés par la population. Écoutez, qu'on peut stratégiquement maintenir selon... Écoutez, on peut les maintenir, mais pas dans toutes les circonscriptions électorales. Il faut essayer de travailler de sorte à ne pas faire des frustrés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut la recomposition de la classe politique, faire la promotion des jeunes et essayer de le faire pour que, les gens ne se sentent pas frustrés. Non, ceux-là qui sont dans le parti ne se sentent pas frustrés. Moi, oui, mais la frustration, ça n'en manque pas, puisque, par exemple, au bloc républicain, lorsqu'on parle de El Hadj Mounsia, il ne figure nulle part dans cette liste prévue dans la 6e circonscription électorale, par exemple, en ce qui concerne le bloc républicain. Écoutez, mais vous dites de donner la chance aux jeunes. N'est-ce pas une façon de pousser les jeunes dehors et de maintenir les anciens, les vieillots? L'autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que c'est une formation politique et la formation politique ne fait rien au hasard. La formation politique fait selon les stratégies, les idéologies de cette formation politique. Je me dis peut-être que le personnage dont vous êtes en train de citer le nom, le parti ou les dirigeants du parti ont estimé peut-être qu'on n'a pas besoin de le mettre dans un bureau avant qu'il ne travaille. Donc je pense ils ont besoin de partir vous gardez par exemple. Alors que vous dites de donner la chance aux jeunes. Ils le savent. Mais les finissants. Non, je pense que même s'il est finissant, même si on a besoin de lui, il est finissant, même si le parti a besoin de lui, pas forcément de le mettre sur des listes, mais de le consulter en tant que personne ressource. Comme oui, mais ce n'est pas le cas. Écoutez, tous ceux-là qui vont rester, vous citer d'autres. Tous ceux qui sont dans un parti politique,
ne sont pas forcément pour aller occuper un poste. Maintenant, si le parti le fait, le parti a ses raisons de le faire. Et si le parti le fait, c'est peut-être que nous ne sommes pas peut-être dans les secrets, enfin le secret de ces partis, du parti dont vous citez. Mais je pense que si le parti le fait, c'est par rapport à un certain nombre de choses, à un certain nombre de considérations qui peut-être échappent à nos analyses sur le plateau. Mais je pense que le parti doit travailler. Déjà que cette stratégie, elle est payante pour 2026. On attend 2026 pour voir. Mais je pense que le BR ne doit pas faire des erreurs parce que déjà que les législatives nous ont montré ils ont commencé à parler. Non, que ce parti a eu le même nombre de députés que les démocrates. Je pense que ce parti doit beaucoup travailler à éviter les erreurs. Je pense que ce parti ne doit pas verser dans des considérations qui vont quand même l'empêcher de ne pas corriger ce qui a été fait lors des législatives de 2023. Et ils ont tout intérêt à le faire, à travailler pour véritablement aller au-delà des 28 députés lors des élections législatives, lors des élections générales de 2026. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont choisi de ne pas corriger les choses, ils n'ont pas appris les leçons de 2023. Ils n'ont pas appris les leçons de 2023, Syria Guettenou, sauf si vous avez autre chose à ajouter, sinon on va passer à un autre sujet. Non, évidemment, en fait, en ce qui concerne le bloc républicain, il faut vraiment noter que ceux qui peut-être contestent le leadership à la tête du bloc républicain, parfois on est tenté de leur donner raison. Maintenant, au niveau de certaines circonscriptions électorales, il faille impérativement, notamment les circonscriptions électorales comme la 6e, la 16e et autres, la 15e, il faille impérativement que le BR soit en mesure de changer de cap. S'il faille, pourquoi ne pas quand même, disons, se démarquer de certains leaders plénipotentiels qui, en réalité, ne contribuent pas forcément quand même, disons, à l'émergence de la formation politique. Parce que vous imaginez que si vous allez jusqu'à écarter des gens qui sont des élus communaux, qui sont même des CA, mais écoutez, qui vous traînez derrière? Lorsque vous mettez des gens, parce qu'en réalité, c'est ceux-là qui sont avec les populations à la base, qui vivent avec elles. Les premiers soucis des populations, c'est eux quand même, disons, qui essayent tant soit peu d'y donner solution et de les apaiser. Parce que ils sont liés familièrement, parce que, vous comprenez. Lorsqu'il y a par exemple un souci au niveau d'un village, c'est le chef de village. Je vous donne un petit exemple. Est-ce que vous imaginez, il y a même des gens là, par exemple, qui ne valent même pas autant que le seul chef de village dont le BR dispose au niveau de Akassatou, par exemple. Mais pourtant, ceux-là, ils sont là. Vous comprenez? Le BR, par exemple, un conseiller communal au niveau de Akassatou, par exemple, le seul d'ailleurs, qui n'est par exemple pas là. Donc, lorsque vous faites, c'est-à-dire ce genre de trucs, peut-être pour, disons, un simple plaisir, c'est-à-dire pour, disons, se gargariser d'être leader, c'est qu'ils sont en train de tracer le chemin pour pouvoir échouer en 2026. Et ça ne manquera pas, hein. Ça ne manquera pas. Déjà que vous commettez des erreurs de positionnement. Est-ce une prophétie? Non, mais écoutez, quel est notre rôle? Notre rôle, moi par exemple, disons, je suis très ami avec l'honorable Nathanaël Soko, que j'apprécie beaucoup plus pour quand même, disons, son franc-parler et autres, mais aussi quand même, il est très fair-play. J'ai par exemple là aussi monsieur Rouyi Fimen, qui est aussi son suppléant, vous comprenez, un grand frère que bon, on apprécie très bien, mais cela ne doit pas nous empêcher de dire la vérité. La vérité, c'est que ce que le BR est en train de produire aujourd'hui, c'est de n'importe quoi au niveau de cette circonscription électorale. Et moi, je crains que par rapport à l'émergence d'une formation politique comme les démocrates, que le BR soit définitivement quand même, disons, enterré et que même le seul député qu'ils aient pu avoir, tout au moins, je dirais même, par miracle, qu'ils ne soient pas en mesure de l'avoir en 2026. Je vais donc poursuivre cette émission, ce débat avec vous, Syriac Guettenou et Sergio Lokosso. On va aborder quand même un sujet plus ou moins sensible. À la surprise générale, nous avons vu la junte militaire nigérienne monter au créneau pour donc rompre l'accord militaire qui existe entre le Bénin et le Niger. Les raisons ont été évoquées. Ils estiment que le Bénin a donc accepté, malgré les liens, les liens fraternels qui nous lient, être une base pour les attaquer. Et donc, ils ont donc rompu cet accord signé en 2022. Mais autre chose, les démocrates se mobilisent pour dire non à l'agression du peuple nigérien samedi. Ce sera donc demain. Dites-nous, quelle est votre appréciation par rapport
à tous ces deux sujets mis ensemble. Les démocrates qui disent non à l'agression, de quoi je me mêle, Sergino Dougousse? Non, je pense que avant même les démocrates qui pensent qu'il ne faut pas s'attaquer au peuple du Niger, il y a l'honorable Issa Salifou qui également a dit qui est même allé au Niger, il faut l'avouer, qui a même dit que les deux peuples sont des peuples faits, qu'on ne peut pas quand même accepter que cette situation déplorable puisse exister entre les deux peuples. L'autre personnalité politique qui a également opiné par rapport à ce sujet, c'est l'honorable Claudine Prudencio de l'UDBN, qui voudrait que la voie diplomatique soit utilisée en ce qui concerne le Bénin et le Niger. C'est vrai que les démocrates aussi aujourd'hui, enfin demain, on va organiser une marche pour dénoncer ça. Je pense que c'est... Il faut reconnaître quand même le courage de l'honorable Claudine Prudencio, salué par l'Audace Info ce matin, qui trouve qu'elle a été la première présidente d'un parti politique à avoir osé dire clairement. Exactement, elle a toujours osé. Et moi, je l'ai dit, elle connaît ce qu'on appelle la paix, pour avoir été, je crois, conseiller du président de l'Assemblée panafricaine. En ce qui concerne la paix, elle connaît ce qu'on appelle la paix. La paix n'est pas forcément à l'absence de guerre. La paix, c'est cette situation qui existe déjà entre le Niger et le Bénin. Il faut travailler à ce que ces deux peuples puissent s'entendre. Je pense que c'est dans cette vision que l'honorable Claudine Prudencio a voulu quand même que la voie diplomatique soit utilisée. Je pense que c'est dans cette même veine que les démocrates aussi veulent faire peut-être leur marche pour que la voie diplomatique soit utilisée. Maintenant, en ce qui concerne l'accord, la voie diplomatique, la voie diplomatique, c'est pas forcément... La junte n'a pas utilisé une voie diplomatique avant de prendre le pouvoir. Écoutez, on n'a pas besoin de répondre au mal, pas le mal. C'est vrai que c'est le mal. Quand on répond au mal, pas le mal, on risque d'attiser le feu, comme on le dit. Et aujourd'hui, nous sommes sur le plan diplomatique. C'est vrai que l'accord a été annulé par le peuple du Niger. Cet accord qui a été signé en 2022, je crois que l'accord prévoit entre autres l'échange de renseignements entre les deux peuples pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et à la signature de cet accord, le ministre de la Défense du Bénin a reconnu que ça fait plus de 10 ans que le Niger fait face aux attaques des terroristes. Et donc, le Bénin peut bénéficier de l'expérience du Niger. Et l'autre chose qu'il ne faut pas négliger, l'accord permet que des patrouilles soient faites du Bénin, que le Bénin puisse chasser des terroristes jusque dans le Niger. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier... S'ils sont arrivés à rompre l'accord, ça veut dire que le Bénin peut chasser des terroristes. Non, écoutez, le Bénin plus, c'est l'accord qui permet cela. Dès que les terroristes rentrent dans le Niger, le Bénin s'arrête. Ça ne les avantage pas. Les frontières sont fermées actuellement. Ça n'arrange aucun peuple, ni les Béninois, ni les Nigériens. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, l'accord permet que les deux peuples puissent gérer le parc animalier d'Ouvé, qui est un repère des terroristes, il faut l'avouer. Je pense que quand la situation est comme ça, les terroristes peuvent profiter de ce vide-là, de ce déficit entre les deux peuples, de coopération pour pouvoir frapper. Ce qu'on va souhaiter, c'est que les deux peuples peuvent s'entendre. Les deux peuples ont une histoire qui date de très très longtemps et je pense que dans cette situation, avec le dialogue, les deux peuples peuvent s'entendre. C'est vrai que vous allez me dire que la junte, elle est illégale, la junte n'est pas... C'est vrai, mais aujourd'hui, qui dirige le Niger, c'est la junte qui contrôle l'État, c'est la junte qui contrôle l'armée, c'est la junte qui contrôle les relations diplomatiques actuellement, c'est la junte. Mais si on déplore les coups d'État, je pense aujourd'hui qu'il faut faire très attention quand il y a coup d'État dans un pays. C'est vrai que les rapports ne sont plus les mêmes, mais aucun peuple, je le dis toujours, ne peut vivre longtemps retiré dans sa tour d'ivoire, comme on le dit, c'est impossible. Le Niger a besoin du Bénin, le Bénin également a besoin du Niger. Aller à Malanville, je ne suis pas encore allé à Malanville depuis que les attaques ont eu lieu, mais quand j'ai suivi l'honorable Issa Salifou, j'ai compris que les peuples sont en difficulté. Il paraît que des camions sont garés au port de la frontière et les marchandises sont en train d'être gâtées. Je pense qu'au-delà des intérêts personnels et égoïstes, je n'en sais pas trop, mais il faut quand même penser au peuple parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les discours des acteurs politiques, ils agissent pour le peuple. Et si effectivement on agit pour le peuple du Bénin et pour le peuple du Niger, il faut que les deux États puissent s'entendre. Il faut que, par la voie diplomatique, ils puissent arriver à trouver une solution pour quand même le bonheur des peuples, parce que les peuples en souffrent déjà trop, à mon avis. Si elle décline une décision prise peut-être par frustration, par nervosité, ou parce que l'on voit quand même que le Bénin dit non à un coup d'État au Niger, et ça suffit-il pour qu'on prenne des décisions qui mettent en cause
la paix, la tranquillité des populations face au terrorisme, et puis les démocrates aussi qui disent non à cette agression-là. Quelle est votre analyse? Bon, d'abord, il faut quand même souligner que c'est une situation véritablement déplorable, une situation à laquelle je n'aurais jamais imaginé que le Bénin et le Niger se retrouveraient. Parce que il y a toujours eu des coups d'État dans la sous-région. Il y a toujours eu des coups d'État au Burkina, il y a toujours eu des coups d'État tout près de chez nous, mais sans que pour autant le Bénin ne soit pointé du doigt comme, disons, un État visant à déstabiliser quand même, disons, un pays frère. Donc là-dessus, c'est déjà une situation vraiment délétère, particulière, et qui, au-delà de tout, requiert l'attention de tout le monde. Pourquoi? D'abord, c'est tout à fait normal que le Bénin, par respect des principes quand même, disons, et accords signés au niveau sous-régional, que le Bénin puisse quand même, disons, être solidaire de certaines décisions prises par la CEDEAO. Et nous sommes un État démocratique et le Bénin ne doit en aucun cas, quand même, disons, encourager toute prise de pouvoir par la force. Toute tentative visant à renverser un régime démocratiquement élu doit être quand même, disons, combattue, doit être dénoncée. Et je pense que si le Bénin s'était quand même, disons, limité à cette posture, aujourd'hui, nous n'en serons pas là. Pourquoi? Parce que le Bénin a connu plusieurs crises ici à l'interne, des crises politiques, même des affrontements après des élections démocratiquement organisées. Mais ce que j'ai vraiment apprécié dans ce type de cas, c'est le fait que face à des menaces de sanctions des Nations Unies, de l'Union africaine ou même de l'Union européenne, surtout des États-Unis, le Bénin a toujours brandi son indépendance. Ok. La même indépendance que nous devons être en mesure de brandir à l'image des pays comme le Togo, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry ou autres, qui s'en sont servis pour dire oui, c'est vrai, ce qui s'est passé, nous la condamnons, mais nous ne sommes pas en mesure, au nom quand même, disons, de notre souveraineté, de nous engager ou bien de donner même caution à une intervention militaire. Parce que, comparons la situation que nous sommes en train de vivre de la façon la plus simple. Faire, Syriac, c'est encourager les coups d'État. J'en viens en fait. Les coups d'État datent avant la création du Dahomey. Et les coups d'État vont toujours continuer, même si ce sont des situations très déplorables. C'est à condamner. J'en viens. C'est à décourager. J'en viens. Vous savez ce qui s'est passé au niveau, quand même, disons, regardez le rapport de force aujourd'hui entre la France et le Niger. Quand il y a eu ce coup d'État, avant de soutenir toute décision visant à intervenir militairement au Niger, la France a d'abord pris la peine de rapatrier tous ses ressortissants du Niger. Est-ce que le Bénin aujourd'hui a pris la peine de rapatrier tous ses ressortissants? Ça n'est pas évident. Le Bénin n'est même pas en mesure de le faire. Seconde chose, c'est quoi? Nous devons être en mesure, tel que certains le disent, que la France n'a pas d'amis, mais elle n'a que des intérêts. Nous devons être aussi en mesure, au nom de notre souveraineté, de dire que le Bénin n'a pas d'amis, mais que le Bénin n'a que des intérêts. Pourquoi? Le port du Bénin est considéré depuis des lustres comme le port traditionnel du Niger. Ce qui voudrait dire quoi? Que toutes les marchandises en transit vers le Niger passent par le port de Cotonou. Et c'est des chiffres d'affaires énormes. C'est des milliards que nous engrangeons. Que nous engrangeons dans cette affaire. Par jour dans cette affaire. Ok. Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui à ne pas adopter la posture d'un pays comme le Togo? Qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui à ne pas adopter la posture comme un pays de la CEDEAO comme le Cap-Vert? Qu'est-ce que nous gagnons? Le Bénin, en s'affichant ainsi... Nous gagnons une leçon démocratique que nous donnons aux autres. J'en viens en fait. Le Bénin, malheureusement, en s'affichant ainsi de droit, bien sûr, en s'affichant ainsi de droit comme un État qui soutient toute décision de la CEDEAO visant à intervenir militairement au Niger, perd aujourd'hui financièrement beaucoup plus que plusieurs États.
Ces camions qui sont garés un peu partout, mais c'est des milliards. Pas de la frontière du Malawi. Ces camions qui sont garés aujourd'hui parce que ces camions ne peuvent pas rentrer. Et aujourd'hui, quand même, disons, les transitaires nigériens plutôt, font transiter aujourd'hui leurs marchandises par la Guinée, par la Mauritanie et par l'Algérie. Donc, pour nos intérêts personnels, nous ne devons pas adopter cette posture. Donc, aujourd'hui, en réalité, la posture diplomatique alors que la du maison Bénin, du voisin, du voisin brûle, il faut pousser ses intérêts. J'en viens en fait. Garder cette posture pour sauvegarder ses intérêts. Ce qu'il y a, c'est quoi? Ce qu'il y a, c'est que, n'en déplaise quand même, disons, à certains de mes amis, nous avons commis une erreur. Ces erreurs ont été des erreurs de communication. Parce qu'on peut bien soutenir une décision de la CEDEAO sans communiquer là-dessus. Sans pour autant communiquer là-dessus. Bon, les erreurs sont liées d'abord à la toute première intervention du président de la République avant d'aller au Nigeria, qu'il faudra rétablir Bazoum par tous les moyens, par tous les moyens possibles. Là, on pouvait ne pas communiquer là-dessus. On pouvait ne pas communiquer contre ce qui se passe là-bas. Parce qu'on a vu Fort on a vu Fort Yacine dans la crise du Burkina aller là-bas à maintes reprises sans pour autant communiquer. Et il était difficile d'évaluer quelle était sa vraie position. Oui. Après, la seconde intervention du chef de l'État après la réunion de la CEDEAO et après la sortie du ministre des Affaires étrangères et aussi du porte-parole du gouvernement. Moi, je pense qu'on pouvait s'en passer. Même si notre souhait, c'est de soutenir une décision de la CEDEAO qui, quand même, il faut l'avouer, est légitime. Parce qu'on ne peut pas permettre à ce qu'on organise des élections à coups de milliards et que des militaires viennent et renversent un président démocratiquement élu. Ce n'est pas bien. Il faut condamner cela. Cependant, la posture aujourd'hui... Cependant, il va falloir revoir aussi nos stratégies de communication. La posture aujourd'hui du Bénin... Et la posture diplomatique du Bénin et communicationnelle sur cette crise nigérienne n'est pas à saluer. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est quoi? Lorsque nous voulons rentrer, en quelque sorte, nous voulons peut-être nous positionner ainsi, dans une crise pareille, nous devons nous poser certaines questions. Lesquelles? Il y a eu un coup d'État. Et les Nigériens eux-mêmes se sentent à l'aise là-dedans. Mais écoutez, qu'est-ce qui nous concerne, nous? Non, en fait, en réalité, puisque nous autres, nous avons réalisé, par exemple, un élément... Il faut l'avouer, nous partageons beaucoup de projets avec le élément. Il y a le projet de pipeline, par exemple, maintenant, vous comprenez? Il y a, par exemple, le pétrole du Niger qui doit transiter par ici. Exactement. Donc, et nous, aujourd'hui, pas, disons, certaines erreurs, quand même, disons, de communication, entre griffes. Sans doute. Aujourd'hui, ces projets-là sont remis en cause. Donc, je pense qu'il faut revoir quand même, disons, les choses. Le Bénin et le Niger sont deux pays frères. Le Bénin, c'est de son droit de condamner un coup d'État. On ne peut pas souhaiter qu'il y ait des coups d'État, c'est pas bien. Exactement. Maintenant, au-delà de tout ça, nous ne sommes pas deux pays qui vont s'affronter. Non, que cela cesse. Que cela cesse et que les accords militaires soient quand même, disons, rétablis. Donc c'est pour cela que vous êtes d'accord avec le communiqué de l'UDBN, mais également avec la mobilisation des démocrates, du Parti Les Démocrates. Non, en fait, la démarche du Parti Les Démocrates, il faut la reconnaître, est peut-être une démarche qui sans doute... Un instant, je vous donne la parole. Est sans doute une démarche qui sans doute n'est que l'expression de ce que l'UDBN a écrit. Parce que l'UDBN, elle ou autre, s'est opposée à toute intervention, demandant qu'il faut d'abord, c'est-à-dire privilégier la voie diplomatique, prendre le temps d'évaluer. Et je ne crois pas que les démocrates, en sortant le samedi, diront quelque chose qui aille quand même, disons, au-delà de ça. Donc, ce que nous souhaitons plus, c'est que nous, là, notre pays, là, ne soit pas étiqueté comme, disons, un pays qui se positionne comme, disons, voulant... Et exactement, si vous permettez, le communiqué de la junte dit ceci. La République du Bénin a autorisé le stationnement des militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, a affirmé la junte via le communiqué lui à la télé et d'assurer à plusieurs reprises que le gouvernement béninois au respect, ils ont invité à plusieurs reprises le gouvernement béninois au respect des obligations prévues par la CEDEAO. Est-ce qu'ils ont vu des matériels qu'on a stationnés? Écoutez, vu l'activisme du Bénin dans cette crise-là, il faut quand même se poser des questions. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est clair que
on ne peut pas permettre en 2023 que des militaires puissent prendre le pouvoir dans une république comme le Niger ou dans d'autres pays. Nous défier, ils prennent le pouvoir et puis ils défient le Bénin en plus. Et ils ne défient pas le Bénin. Je pense qu'ils défient d'abord le président démocratiquement élu, qui est peut-être Bazoum. Mais je pense que dans cette situation, comme on le dit, il faut savoir où poser les pieds. C'est comme on le dit chez nous, c'est une danse effectuée dans une case de fétiche. Si vous ne savez pas faire, vous risquez de tomber sur une tante qui est déjà décédée ou bien sur un grand-père qui est déjà décédé. Donc je pense que la posture adoptée, c'est une posture diplomatique de haut niveau. Et donc, de haut niveau, il faut faire très très attention pour ne pas être comme la rappelé. Autrement dit, la posture d'hypocrisie, vous voulez dire, pas la posture, n'est pas dirigée par un président hypocrite. C'est pourquoi il exprime. Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord pour vos analyses. Les liens qui existent entre le Bénin et le Niger sont des liens qui vont au-delà des liens diplomatiques. On a étiqueté, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, des autorités béninoises qui ne sont pas des Béninois, qui portent des noms et prénoms du Niger. Et donc, vous pensez, avec ce brassage-là, je pense que c'est historiquement, sociologiquement, aller dans le nord, aller à Malanville, c'est comme si le même peuple, on est d'accord avec vous. Quand vous êtes autorité, et quand vous êtes conscient de tout ça, il faut quand même essayer de bien réfléchir avant de donc vous êtes d'accord avec les arguments non, je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce que la jeune fait, mais je le dis, nous sommes dans un... Ne pas faire des erreurs de communication. Au-delà des erreurs de communication, ça c'est petit, au-delà des erreurs de communication, c'est au niveau diplomatique, ça va au-delà de la communication. La diplomatie a utilisé, je l'ai dit, je l'ai rappelé, je ne suis peut-être pas diplomate, je suis journaliste, analyste politique, mais je pense que dans le champ diplomatique, il y a quand même des voies diplomatiques à utiliser. Et l'honorable Claudine Prudencio a bien fait de rappeler ça. La voie diplomatique d'abord, avant des incursions si possible armées et tout. Donc, mais je pense que, moi je continue de le dire, on ne répond pas au mal par le mal. Faisons attention aux actes que nous posons pour ne pas étiqueter notre peuple. On va conclure cette émission. Vous ne vous êtes pas prononcé sur les démocrates, leur démarche. Non, la démarche... A-t-on besoin de faire une mobilisation au ciel de Vidolé avant de... Écoutez, les nous avons vu l'UDBN sortir un communiqué. Les démocrates sont un parti... Ils ont envie de faire un peu du show. Non, ce n'est pas du show. Écoutez, c'est un parti politique. Et le parti politique, c'est l'animation de la vie politique. Ils sont des opposants, certes, il faut l'avouer, mais... on a fait le débat ici, sur ce même plateau, un parti politique a demandé la création de la 25e circonscription pour que les Béninois de la diaspora puissent voter. La diaspora également, c'est un peu ça. Il y a des Béninois au Niger qui, pendant les élections, vont voter. Et donc, je pense que leur démarche, Syriac l'a rappelé, est-ce qu'on a pris le soin de protéger les nôtres qui sont au Niger, comme l'a fait la France en grippe, je ne sais pas. Et donc, je pense que si les démocrates se lèvent aujourd'hui, c'est dans cette vision-là. Ce n'est pas forcément pour insulter, ce n'est pas forcément pour décrier un certain nombre de choses, mais c'est pour appeler, ils n'iront pas loin, puisque l'honorable Claudine Prudencio, c'est pour appeler à utiliser la voie diplomatique, comme l'a fait l'honorable Claudine Prudencio. Et je pense que, quand on est parti politique, c'est également ça. Il faut s'intéresser à l'actualité. Il faut s'intéresser à ces faits qui touchent les peuples. Et donc, je crois que c'est dans cette vision que les démocrates vont faire leur sortie. Je ne pense pas qu'ils iront au-delà de ça. Vous avez fait de belles analyses sur ce plateau. Je vais vous permettre quand même de conclure avec votre mot de l'ordre. Non, en fait, je vais simplement conclure en disant que c'est vrai, les formations politiques de la mouvance sont en train de s'organiser aujourd'hui, de faire leur remobilisation. J'avais oublié dans mon intervention de dénoncer un fait parce que je l'ai écrit au niveau de mon journal Émergence Info parce que on est à la veille d'une rentrée scolaire, une formation politique dont les députés viennent de se faire élire, ça ne fait même pas encore 7 mois, parle d'aller faire reddition de comptes alors qu'au niveau de l'Assemblée, ils n'ont voté qu'une seule loi. On est à la veille d'une rentrée scolaire. Quelle devait être la démarche d'une formation politique? Quand l'UPR, lorsque l'UPR décide d'aller sur le terrain à la veille d'une rentrée scolaire, ce serait peut-être pour partager des fournitures scolaires aux parents d'élèves UP. Les gens sont là, les gens souffrent. Ils n'ont même pas les moyens, ils ne savent même pas comment est-ce que leurs enfants vont commencer la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Et vous êtes prêts à débourser des millions pour aller faire une tournée. Alors que, ne serait-ce que, je vous le dis ouvertement, supposons un temps soit peu, si l'UPR prend ne serait-ce que 500 000 francs par circonscription électorale, l'UPR aurait fait des
c'est-à-dire des comptants un peu partout. Même des parents d'élèves démocrates viendront chercher des cahiers. Non, en fait, imaginez, imaginez que l'UPR, pas circonscription. Il veut le faire, il vous écoute. Non, en fait, d'ici lundi, attendez pas. D'ici lundi, imaginez que l'UPR décide peut-être de laisser cette députée là-bas et de dépenser ne serait-ce que 1 million par circonscription pour faire des cahiers et fournitures scolaires à l'effigie de l'UP. Ça fait 24 millions. Hein? À l'effigie de l'UP, des fournitures scolaires. On va les sanctionner. On va les sanctionner, on n'est pas en période de campagne. On n'est pas en période de campagne. C'est abus social. Et on est dans un contexte particulier, à la veille d'une rentrée scolaire. Supposons que l'UPR décide de partager par circonscription électorale 1 million de fournitures scolaires à l'effigie de l'UP, à des parents d'élèves UP. Laissez. C'est plus même que cette tournée qu'ils sont en train d'organiser. Donc, c'est pour dire que... Reddition de compte, oui. La Sénat aussi va faire la reddition de compte. L'objectif de la tournée est de tourner. Il faut maintenant aujourd'hui, c'est vrai, ils ont organisé cette tournée-là, c'est bien, mais moi, je trouve qu'en termes de communication, que ça manque d'impact. Ça manquera d'impact. J'ai parlé tout à l'heure du bloc républicain en estimant que oui, c'est vrai, le BR a essayé, mais quand même, il faudrait qu'au niveau de certaines circonscriptions électorales, que les responsables eux-mêmes puissent être en mesure d'avoir des informations incommodo qui peuvent leur permettre de confronter cela à ce que leur apportent les soi-disant leaders sur le terrain. Par rapport, quand même, disons, à cette crise au Niger, je voudrais m'adresser plus, quand même, disons, à la junte militaire nigérienne pour leur dire que le Bénin et le Niger sont deux pays frères. La posture du Bénin n'a jamais été d'agresser le Niger. Non. C'est vrai que le Bénin est confronté à une question de terrorisme, mais il faut souligner aussi aux Nigériens que le Niger se situe au niveau de la partie nord du Bénin. Laquelle partie est confrontée aujourd'hui au terrorisme. Donc c'est tout à fait normal que le Bénin fasse au moins un peu d'efforts pour déployer plus d'arsenal vers quand même, disons, ses alentours, vu qu'il y a un contentieux politique dans leur pays. Cependant, c'est vrai que la communication faite et les diverses interventions, les prises de position diplomatiques du Bénin font quand même croire que le Bénin veut forcément en découdre avec eux. Le Niger. Mais ce n'est pas le cas. Donc, sachons quand même, disons, fait tout là, et que les autorités béninoises puissent quand même, disons, envoyer une délégation au moins, aller rencontrer cette jeune-là, discuter avec elle. Nous partageons trop de projets et aujourd'hui, c'est le Bénin qui paie beaucoup de milliards dans ce conflit-là. Siak Dikenou, merci. Merci beaucoup à vous. Donc, je pense que c'est le moment, c'est le lieu de rappeler également, d'inviter les autorités béninoises, pas la junte, les autorités béninoises à savoir jouer dans cette crise-là. C'est une crise, c'est vrai qu'on ne peut pas promouvoir, on ne peut pas approuver la prise de pouvoir par les armes, mais c'est également de revoir la façon diplomatique dont il faut analyser, aborder cette crise avec le Niger. Comme l'a rappelé Siak Dikenou, nous sommes des peuples frères. Le Niger, c'est pratiquement le Bénin. Aller au nord, c'est pratiquement les mêmes langues, les mêmes cultures, les mêmes ethnies. Donc, je pense que le chef de l'État doit se faire, non seulement le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, en collaboration avec le président de la République, doivent également travailler de concert à ce que les Nigériens ne sentent pas que le Bénin veut les agresser. Merci pour votre disponibilité, Siak Dikenou, de tous les instants. Sergino Lokosso, vous êtes analyste politique. Siak Dikenou, vous êtes directeur de publication de Émergence Info. Vous êtes analyste politique de renom. Merci, que la modestie ne vous étouffe. Mesdames, Messieurs, merci. Vous avez suivi ce développement et cette émission de l'eau en live. Vous avez suivi les analystes politiques. J'espère que ça vous a plu. Nous attendons vos appréciations sur nos différentes plateformes. Merci de laisser vos messages. Nous allons les lire et merci de prendre rendez-vous la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. La réalisation de cette émission a été conduite de main de maître par le jeune et compétent Siak, et j'allais dire Marcel Yedo. Et de l'autre côté, Alain Alou était au son aussi très compétent. Et à la diffusion, c'est Martin Toinsé. Sur les plateformes, c'est bien modeste. On dit le community manager. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.